Bonsoir. On vous propose de commencer. Il est pas loin de 19h10. Donc, si ça vous va, on va pouvoir commencer. Donc déjà, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'appel de notre proposition. Donc une conférence sur l'hypersensibilité. Moi, je suis Priscilla Lolland. Je suis la fondatrice de l'association Ludosens. Une association qui crée des solutions d'inclusion pour les publics dits neuroatypiques. Et donc, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir nos partenaires québécois qui ont traversé l'Atlantique et qui sont avec nous. Donc, la tournée éducative, la Fondation d'aide à la jeunesse. Et nous vous proposons une conférence qui prend sa place dans le cadre du Printemps de l'autisme, puisque nous démarrons au niveau du département de la Gironde le Printemps de l'autisme qui est orchestré par le département et par la MDPH et qui prend place également dans le cadre des événements Mieux comprendre la diversité, une initiative québécoise donc de la Fondation d'aide à la jeunesse. Donc ce soir, on est heureux donc de faire cette conférence ensemble pour parler de ce sujet de l'hypersensibilité. On va tout autant parler des hauts potentiels que de l'autisme, donc l'hypersensibilité au sens large. Et on vous souhaite un très bon moment avec nous et n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Et on vous répondra avec joie. Je vais laisser la parole à monsieur et à madame Charlebois qui vont parler de la Fondation d'aide à la jeunesse. Et je vous retrouve tout de suite. Merci. Ouais, un peu plus. Hein? Bonsoir tout le monde. Je suis M. Charlebois, le fondateur de la Fondation d'aide à la jeunesse. Mon épouse, Brigitte. Nous, on a parti cette fondation-là il y a 25 ans cette année. Et au Québec, beaucoup de gens, comment je pourrais bien dire, nous, en plus, nous sommes parents d'un enfant qui a une différence. Nous sommes parents d'un enfant qui est Asperger, qui est à l'université, qui finit son bac à l'âge de 33 ans. Il a écrit un livre sur sa vie, mais il y a eu beaucoup de travail en tant que famille pour pouvoir en arriver avec des outils puis bien aider notre enfant qui avait une différence. Parce que nous, on a 4 enfants. Vous allez en voir une tantôt qui est docteur PhD en neuro. Fait qu'on a le médecin et le patient dans la maison. Ça donne, fait drôle. C'est un hasard comme ça. Mais nous, on a parti notre fondation bien avant de savoir que notre fils était autiste. C'est totalement un hasard et on aidait déjà les autistes. Fait qu'on avait une destinée d'aider cette différence-là. Et donc, on a parti des conférences Mieux comprendre parce que, comme je vous ai dit, on s'est aperçu que beaucoup de gens donnent de l'information qu'ils vont chercher un peu partout, mais elle n'est pas toujours valide. Et mon épouse a fait beaucoup de démarches. On a fini par avoir une bonne connaissance et j'ai présenté à mon épouse l'idée avec la Fondation, pourquoi pas faire des formations de mieux comprendre. Fait qu'on en fait partout au Québec. On en fait en anglais aussi, Embracing Diversity, pour aider des gens qui ont des questions. Et nous, tout notre groupe, notre fondation, ce sont tous des gens diplômés, tous des gens qui ont une formation reconnue. Parce qu'on veut pas de charlatans, puis je pensais que, puis c'était comme ça. Fait qu'on ne travaille qu'avec des gens compétents. Donc, et aussi, on en fait, comme je dis, un peu partout au Québec. Et on a la chance de travailler avec des gens qui ont une bonne compétence. Et on travaille aussi avec la tournée éducative. Je vais vous laisser mon épouse en parler parce que sur le CA de la tournée éducative en plus, on n'avait pas juste besoin de la fondation. Elle a pris le mandat de la tournée. Donc, c'est souvent comme ça. Vous allez voir qui est parent d'un enfant qui a une différence ici, dans la salle? Bon, bienvenue dans le club. Hein, c'est ça que ça a l'air des parents qui ont un enfant qui a une différence. Mais il s'agit de dire, avec la différence, bon, on va aller chercher le plus haut potentiel qu'on peut. Mais ça prend le temps d'apprendre et de connaître tous les besoins. Fait que je vais vous laisser à mon épouse, Brigitte. Alors, bonsoir, ça me fait plaisir. Comme Gérard le disait, je suis sur le CA des tournées éducatives. Les tournées éducatives servent
à intégrer, premièrement, des jeunes qui ont des différences de différents types, à faire des conférences devant d'autres écoles ou un petit peu plus, même au cégep. Alexandre, qui est notre fils, participe aux tournées éducatives. Il parle de son expérience, de comment il se sent, comment il peut faire ressentir aux autres qu'il y a la possibilité de réussir aussi. Par son témoignage, il y a aussi Valérie, qui est ici ce soir, qui fait des conférences. Valérie qui fait des merveilles dans les écoles aussi avec les jeunes pour parler de sa vie, de son ressenti. Donc, les tournées éducatives avec ces gens-là qui sont différents, qui vont apprendre à des jeunes avec une différence qu'on peut être dans la société un membre actif. Donc, c'est le but des tournées éducatives et on a un très beau CA et tout ça est chapeauté par Caroline Lebeau qui met des efforts incroyables pour partager. Donc, je vous passe le micro. Merci Brigitte. Merci Gérard. Merci Priscilla. Merci à l'IRTS de nous recevoir. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc, oui, allez-y. À moins que vous vouliez participer comme conférencier, non? OK. Donc, voilà. Alors, j'inviterai maintenant les conférenciers à venir se placer à l'avant ici Avez-vous un choix, une préférence de couleur? Excellent. Donc, aujourd'hui, on va aborder l'hypersensibilité. Je vais poser des questions à mes conférenciers. Ils vont répondre, ils vont échanger entre eux. On va aussi pouvoir prendre vos questions également. Donc, vous pouvez les écrire, les préparer. Ça va être avec un grand plaisir qu'on va répondre à tout cela. Donc, tout d'abord, elles vont se présenter. Donc, à tour de rôle. Alors, allons-y. Ouais. Donc, je me suis présentée déjà tout à l'heure. Donc, j'ai créé Ludosens en 2015. J'ai moi-même une enfant qui est diagnostiquée avec TSA. Et donc, on accompagne dans le cadre de cette association Ludosens des jeunes dits neuroatypiques qui vont avoir des profils du trouble neurodéveloppemental, donc TDAH, trouble 10, TSA, pour 65% d'entre eux, mais également des jeunes qui peuvent être concernés par des troubles anxieux généralisés, une phobie sociale, des difficultés émotionnelles, des difficultés à gérer le stress, à communiquer et beaucoup d'hypersensibilité émotionnelle. Bonjour, je m'appelle Audrey-Rose Charlebois. Je viens du Québec, comme vous pouvez sûrement l'entendre dans mon accent. Je suis au doctorat en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Donc, ma formation est d'une part en recherche. Donc, pour ma thèse, je travaille à mieux définir le développement du cerveau des enfants qui ont une douance ou un haut potentiel intellectuel. Et sur le plan clinique, j'ai une formation clinique qui me permet de poser plusieurs diagnostics. À travers ma formation clinique, je travaille de l'enfant de 2 ans jusqu'à la personne âgée pour pouvoir identifier le lien entre le comportement des personnes et le fonctionnement de leur cerveau. Donc, j'ai la double formation. Mon expertise de recherche est vraiment en douance au potentiel, mais j'ai la formation aussi clinique pour poser tous les diagnostics qui incluent l'hypersensibilité. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis quand même assez familière. Donc, c'est pas mal ça pour ma description. Bonjour. Donc, moi, je suis Sophie Faure, je suis ergothérapeute de formation et toujours ergothérapeute dans un SAMHSA, donc SAMHSA Intervalle Asperger. Ça va faire bientôt 4 ans. Là, je m'occupe essentiellement je me spécialise dans le sommeil. J'ai fait un diplôme universitaire pour justement me spécialiser dans l'accompagnement en lien avec les troubles du sommeil chez les adultes spécifiquement et chez les adultes présentant des TSA, troubles TDAH, pardon. Et je suis également moi-même concernée par l'hypersensibilité et la neurodiversité. Est-ce qu'on les encourage un peu avec une bonne main d'applaudissements?
Excellent. Donc, première question. Attention. Mais qu'est-ce que l'hypersensibilité selon vos regards, vos différents profils, vos formations? D'accord. L'hypersensibilité, c'est très vaste pour moi, parce que ça concerne une personne qui va avoir des capacités perceptives très très amplifiées. Donc, ça peut tout aussi bien concerner des personnes diagnostiquées avec autisme, des enfants qui vont avoir un diagnostic avec autisme et qui vont avoir de fait une hypersensibilité au niveau des sens, des 5 sens. Donc, selon leur profil sensoriel, potentiellement une hypersensibilité auditive, par exemple, qui peut faire qu'ils vont être une hyperacousie, on appelle ça, qui peuvent être particulièrement sensibles à certains sons, comme les aboiements de chiens, ou des tondeuses à gazon, des aspirateurs, enfin voilà, des bruits qui vont être extrêmement difficiles à traiter pour leur cerveau. Et ça peut donner lieu à une saturation et peut-être parfois à des crises. Et puis il y a également l'hypersensibilité émotionnelle qui peut concerner un grand nombre de personnes. Toute personne qui peut avoir voilà un diagnostic potentiellement, mais pas forcément de diagnostic. Voilà, ça peut concerner une personne qui a un diagnostic officiel en lien avec donc les troubles anxieux, la phobie sociale, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, toute difficulté en fait à être dans un groupe avec d'autres, à gérer énormément d'informations. Il y a toujours ce point commun de pouvoir être potentiellement envahi par énormément d'informations à traiter. Et voilà ce que je peux dire dans l'immédiat. Je suis d'accord avec ce que Priscilla apporte. Dans la conception un peu dans la conception des choses, personnellement, je vois l'hypersensibilité sensorielle et l'hypersensibilité émotionnelle comme 2 catégories. C'est pas sous-tendu par les mêmes mécanismes au niveau du cerveau. Je vais vous parler peut-être un peu du cerveau parce qu'en neuropsychologie, cerveau, donc on étudie souvent les mécanismes cérébraux. Donc, lorsqu'on parle d'hypersensibilité sensorielle, c'est au niveau auditif, au niveau olfactif, donc l'odorat, c'est au niveau des textures, des touchés, des textures, des goûts, des textures des aliments aussi. Puis, au niveau cérébral, ce qui arrive, c'est que le filtre, on a tous un filtre qui nous permet d'agir dans la vie de tous les jours où est-ce qu'on n'est pas surchargé par toutes les sensations autour de nous. Ben, ce filtre-là est plus poreux chez les gens qui ont des hypersensibilités. Donc, laisse passer plus d'informations. Et donc, c'est pour ça, par exemple, lorsque tu nommais, je me permets de te tutoyer, lorsque tu nommais les sons, les bruits, ben à ce moment-là, c'est des gens qui, comme on va dire un neurotypique, entre guillemets, est capable de marcher dans la vie de tous les jours, va être capable de filtrer les sons, va être capable d'oublier que la tondeuse passe. Ben, c'est les gens avec des hypersensibilités sensorielles, ben eux, ils vont devenir surchargés parce que leur filtre, il y a des gros trous dedans. Le filtre est plus poreux. Les cellules du cerveau suragissent. Donc ça, c'est pour l'hypersensibilité sensorielle. Au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, comme Priscilla l'a dit, dans la conception en neuropsychologie, c'est plutôt relié à des conditions où c'est peut-être un symptôme, tout comme l'hypersensibilité sensorielle aussi, là. C'est plutôt un symptôme qui peut être relié à des conditions ou pas être relié à certaines conditions. Ça peut être relié à des traumas, ça peut être relié à des événements de vie qu'on a vécus qui nous rappellent quelque chose. Puis à ce moment-là, les émotions sont plus difficiles à gérer, mais sur le plan cérébral, c'est moins bien connu dans la littérature. On voit un petit peu moins bien comment ça se passe puisque c'est très subjectif aussi, les émotions. Mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est un symptôme qu'on voit dans certaines conditions, dans certaines personnes aussi, là, sans qu'il y ait un diagnostic associé à tout ça.
J'ai parlé beaucoup. Mais je rejoins un peu, complètement d'ailleurs dans la définition de l'hypersensibilité. Ce que je pourrais rajouter, c'est aussi l'autre versant, l'hyposensibilité sensorielle, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes notamment avec TSA. Une même personne peut avoir à la fois un profil, par exemple tactile et on va dire auditif hypersensible, et à l'inverse, au niveau vestibulaire, par exemple, être complètement en hyposensibilité. Au niveau vestibulaire, en fait, c'est vraiment se repérer dans l'espace et avoir conscience, de l'espace, on va dire, autour de soi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. Et il faut savoir que chaque personne a un profil sensoriel différent, qui peut quand même évoluer au cours de la vie. Effectivement, les traumas aussi interagissent avec ce profil sensoriel. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus, mais je pense que vraiment une bonne connaissance de son profil sensoriel, c'est quand même une base à avoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que aussi, en tant qu'ergo, en tant que neuropsy, de connaître le profil sensoriel du client ou du patient ou de la personne devant nous, ça va nous aider aussi à fournir des recommandations, à fournir des exercices, à fournir des choses, des solutions à mettre en place pour pouvoir aider les clients, parce que, par exemple, si j'ai un patient qui est hyper sensible de manière auditive au niveau des sons, bien évidemment, je vais pas lui recommander d'aller écouter des émissions ou écouter de la musique, ou je vais plus tendre vers des stimuli visuels, des solutions visuelles, ou des choses à mettre en place sur le plan visuel. Donc, hyposensibilité, hypersensibilité aussi, savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la détresse qu'on vit lorsqu'on a un type de stimulation. Excellent, merci beaucoup. Deuxième question. Qui peut vivre avec de l'hypersensibilité? C'est une question, qui peut vivre avec l'hypersensibilité? Tout le monde potentiellement. Ça dépend des situations. Une personne qui n'est pas spécialement hypersensible peut se retrouver à un moment donné, à un instant donné, dans un contexte particulier, en situation d'hypersensibilité. Je prends l'exemple du concert, par exemple. Clairement, on peut se retrouver en hypersensibilité auditive sans qu'on ait de particularité, en tout cas identifiée ou reconnue. Et après, les profils plus sensibles, on va dire, qui ont, j'ai envie de dire, une belle sensibilité, parce qu'on a toujours tendance à le présenter comme quelque chose de négatif. Oui, c'est sûr qu'il y a des complications, mais il y a quand même, ça apporte quand même quelque chose de beau. Et donc, c'est savoir que l'hypersensibilité permet effectivement d'être... oui, on est différent, mais ça apporte quelque chose en plus. Je sais plus la question, c'était... Je sais pas si je m'en éloigne, mais qui peut vivre? Bah oui, voilà, potentiellement tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. En fait, c'est ça, tout le monde peut vivre avec l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité aussi. C'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'en tant que clinicienne, moi, je regarde, est-ce qu'on atteint le seuil clinique? Donc, est-ce qu'on atteint un peu, où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Avant, c'est est-ce qu'on atteint un niveau de détresse par rapport à son hypersensibilité? Ou est-ce qu'on atteint un niveau de dangerosité par rapport à son hyposensibilité? Donc, par exemple, je connais des cas où est-ce que, justement, comme tu as dit, il y a des gens qui vont être hypersensibles pour les sons, les odeurs, mais au niveau des températures, ils vont être hyposensibles. Donc, les températures, ça peut être dangereux. Quelqu'un qui ne ressent pas le froid ou qui ne ressent pas la chaleur peut se brûler, peut sortir à l'extérieur sans manteau. Au Québec, on vit à moins 40 par moment, donc ça, on peut comprendre que ça peut devenir un petit peu plus dangereux. Donc, c'est sûr que les profils où est-ce qu'on pense à l'hypersensibilité ou les diagnostics, c'est souvent le TSA. On pense automatiquement au TSA.
Et ça, il n'y a pas une personne avec un trouble du spectre de l'autisme qui est pareil. Tout le monde est un peu différent. Puis, c'est ça. C'est souvent au niveau du traitement des sensoriels qui vont avoir plusieurs difficultés à ce niveau-là ou des différences juste de comment leur cerveau est formé. Ça fait partie du diagnostic aussi. Et sinon, parfois, avec les troubles de l'attention, il peut y avoir des difficultés sensorielles aussi. Puis au niveau des hypersensibilités émotionnelles, on va parler aussi souvent des gens avec des troubles de personnalité, des gens qui ont vécu beaucoup de traumas à l'enfance, qui a fait que leur personnalité s'est formée et s'est un peu construite d'une manière où est-ce qu'ils devaient survivre dans leur environnement. Donc, il y a des traumas, il y a des choses qui viennent les réveiller, ils vont vivre des grands moments de colère, des grands moments de joie, mais il y a quand même une beauté là-dedans aussi. C'est des gens qui vivent, c'est des gens qui sont très, en anglais on dit raw, des gens qui sont très, comment dire, résilients, oui, effectivement, mais qui sont vraiment pas crus. Si je fais la traduction directe, c'est cru, mais c'est pas ça. C'est plutôt, c'est des gens qui sont très authentiques, raw, des gens très authentiques qui vont réagir de manière naturelle, sans filtre. Donc, il y a une beauté là-dedans aussi, là. Mais généralement, on pense à ce genre de catégorie-là. Moi, en tout cas, dans ma profession, on pense un peu à ces catégories-là, bien que tout le monde peut avoir des hypersensibilités à différents niveaux aussi. Merci. Moi, pour répondre à ta question, je vais essayer de partir de cas concrets, d'exemples. Par exemple, un enfant qui a un diagnostic avec TSA, qui se retrouve dans une situation où il va se retrouver en saturation. Par exemple, il fait très chaud, on est en été, donc il y a des conditions qui déjà vont monter, vont augmenter à l'intérieur de lui sa sensibilité. Et puis il va y avoir du bruit, par exemple. Et une situation d'attente qui va générer de la frustration. Et il suffit qu'il y ait un imprévu, une personne qui doit amener quelque chose et puis qui finalement ne vient pas ou est en retard, pour que là, il puisse vraiment y avoir une montée en pression et que ça puisse aller jusqu'à l'explosion, c'est-à-dire la crise autistique. Voilà, parce qu'il y a eu un cumul de facteurs qui ont aggravé le fait qu'il y ait du soleil, et du bruit. Donc ça, c'est un exemple que les parents qui sont concernés par l'autisme connaissent bien. Un deuxième exemple complètement différent, une salariée qui, dans un grand groupe, peut possiblement avoir un profil neuroatypique. Peut-être elle a un diagnostic HPI. Peut-être que elle vient d'apprendre qu'elle a un diagnostic TSA. Eh bien, il y a un conflit avec son manager parce que elle sent que le manager, elle n'a pas son soutien. Elle attend de ce manager du soutien, mais elle ressent, parce qu'elle est hypersensible sur le plan émotionnel, que la confiance s'est dégradée au niveau de leur relation. Et du coup, elle se retrouve en hypervigilance. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus si ce qu'elle fait est bien ou mal, si elle est sur la sellette, est-ce que son poste risque d'être remis en cause. Du coup, elle va être tout le temps en train de se remettre en cause, de ressasser dès qu'une réunion se passe mal. Et donc, elle va être envahie sur le plan émotionnel. Et si la situation perdure comme ça, peut-être pendant des semaines, pendant des mois, eh bien là, il y a un risque de burn-out, c'est-à-dire un effondrement. Donc voilà, il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui font augmenter, là encore, l'hypervigilance, la sensation de danger. Voilà, ça peut être lié à des traumas, comme vous le disiez, mais c'est pour vous donner un exemple concret que donc cette personne, eh bien, il y a urgence qu'elle prenne du recul sur sa situation,
surtout le côté remise en cause excessive, qui est très lié effectivement à une mauvaise estime de soi, eh bien, effectivement, ça va majorer le risque. Donc, j'ai parlé de burn-out parce que c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement répandu dans le monde du travail. Une pression très excessive, une pression autant externe que interne, c'est-à-dire que la personne elle-même se met beaucoup de pression dans son système de construction de personnalité. Elle a l'habitude d'avoir une très grande exigence avec elle-même et ben ça donne ce genre de situation propice au burn-out. Et en plus, s'il y a un conflit managérial, évidemment, ça génère ce genre de situation. Voilà. Et puis, je peux vous donner un troisième exemple d'une personne qui va être plutôt dans quelque chose de complètement paralysé, c'est-à-dire que effectivement, cette personne a une hypersensibilité émotionnelle, elle est dans un groupe, elle se sent pas bien dans le groupe, il y a une invitation, même dans un groupe bienveillant, à s'exprimer, à parler de ce que cette personne ressent. Elle va être complètement dans le repli sur elle-même et dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la du figement, de la paralysie intérieure. Et donc voilà, c'est ce qu'on peut appeler la phobie sociale, le fait d'être vraiment très très peu à l'aise dans le groupe, à tel point que ça va complètement paralyser la capacité à prendre la parole, à s'exprimer en public, à pouvoir échanger avec ses pairs s'il y a une situation comme ça de repli excessif. Je vais juste rajouter par rapport justement, tu disais le burn-out, alors sans aller jusque-là, mais la fatigabilité, en fait, la fatigue, on la retrouve souvent, notamment, je pense à des situations de réunion où les personnes, en fait, au bout de 3 heures, enfin même avant, mais les réunions qui durent une matinée, par exemple, c'est assez courant. Et ben là, on peut être sûr que de par le brouhaha, rien que le brouhaha au niveau auditif, s'il y a une hypersensibilité auditive notamment, les néons, les lumières, les gens qui se déplacent au niveau au même sensoriel, on peut vraiment ça peut être quelque chose de très déstabilisant et d'épuisant surtout. Et c'est-à-dire qu'au bout d'une matinée, la personne n'est plus en capacité de travailler. Donc là, une pause est nécessaire, voire une sieste si besoin. Enfin, en tout cas, la personne doit vraiment être consciente qu'elle a besoin d'une pause, faire en sorte de pouvoir réaliser cette pause, qui n'est pas si simple que ça, pour ensuite continuer la journée si elle peut, ou alors aménager le poste pour que ça soit que du mi-temps dans cette situation-là où il y a des réunions, ou faire pas toute la réunion, par exemple. Des aménagements de ce type peuvent être proposés. Et j'insiste un peu là-dessus parce que les situations de stage, de travail, où il y a beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de stimuli sensoriels à identifier, à intégrer, rien que ça, la nouveauté, en fait, peut surcharger. Non pas par l'intensité même, mais par la nouveauté. Voilà, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et à intégrer, parce que des fois, des situations de crise peuvent arriver de par la nouveauté, mais de par aussi la nouveauté du stimuli sensoriel. Ça me fait penser, je rajoute un petit truc, ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser aussi, vous savez, lorsqu'on disait que n'importe qui peut avoir une surcharge sensorielle, une hypersensibilité sensorielle, par exemple, dans ma famille, je vous donne un exemple de chez moi. Dans ma famille, on est plusieurs personnes. On a 4 enfants, plus mes 2 parents, plus les conjointes, plus le chien. Donc, ça fait des rencontres très, très, très stimulantes. Et on parle beaucoup. On est au Québec. On parle beaucoup. On parle fort. Puis, même les neurotypiques, des fois, on a besoin de prendre des pauses sensorielles. Donc, des fois, avec mes frères et sœurs, on se dit, OK, on se donne 15 minutes. On fait une pause sensorielle, on s'en va dans nos chambres, on ferme la porte, on regarde des petites vidéos, on se repose parce que c'est important, parce que sinon, on se fatigue, la frustration augmente. Puis après ça, la gestion de soi est juste trop difficile. Donc, on peut s'imaginer dans des cas où est-ce qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux. Je pense qu'on peut tous penser à une situation dans notre vie où on s'est dit, ah là, j'aimerais ça me mettre on dit des coquilles, je crois, hein? Me mettre des coquilles, ouais, un casque, me mettre un casque. J'aimerais ça me fermer mes yeux, juste relaxer un petit peu. On peut s'imaginer dans des cas avec des gens avec des troubles neurodéveloppementaux ou des gens qui vivent des grandes différences sur le plan sensoriel, comment ça peut être surchargeant pour eux.
Ouais, c'est ça, ma petite idée, tu m'as fait penser à ça en même temps. Excellent, merci. Ça se passe bien, c'est intéressant. Est-ce qu'on continue? Oui, OK. Donc, c'était intéressant vos exemples. Est-ce que vous avez d'autres exemples au quotidien sur différentes tranches d'âge là, que vous pourriez... Oui, Caroline, je pense notamment aux cours de récréation pour les enfants, où là, c'est vraiment, c'est le pire, je crois. Souvent, c'est ce qui est rapporté par les familles, que la cour de récréation, c'est quelque chose d'ultra stimulant, ultra, pour surtout au niveau au niveau auditif, on va dire, mais pas que. Donc là, il y a pareil des aménagements qui peuvent être proposés dans certaines situations pour que la personne, notamment avec TSA, mais pas que, puisse être un peu plus isolée, être dans un endroit avec d'autres personnes, mais où ce sera plus un temps calme que des jeux où tout le monde crie à l'extérieur. Ça, c'est souvent remonté. Donc ça, c'est plus pour le primaire, mais ça peut être aussi collège, lycée, enfin, à chaque fois qu'il y a des cours de récréation, finalement, on retrouve. Et pour les adultes, on pense aussi aux situations, aux open space. Alors là, même sans être concerné par la neurodiversité, les personnes en open space, on a vu un peu aussi les désagréments, on va dire, de ce genre de configuration. Donc, pareil, là aussi, il y a des situations, il y a des aménagements à réaliser, mais c'est pas forcément des simples, surtout s'il n'y a pas de diagnostic. Alors, évidemment, on parle du diagnostic, je ne suis pas forcément pour le diagnostic à 100%, on en reparlera, mais faire part de sa sensibilité, finalement, on peut être tous concernés et ça vaut peut-être le coup d'en parler. Oui. J'avais un autre exemple. OK, c'est bon. C'est bon. Oui, donc, comme Sophie a dit, les heures de travail, souvent sur le plan clinique, quand j'ai des clients, des patients qui ont un trouble déficitaire de l'attention, c'est quelque chose qui revient souvent. Dans le fond, au niveau du trouble déficitaire de l'attention, c'est un problème de filtre. Donc, c'est le filtre de l'attention est trop poreux. Donc, toute l'information rentre en même temps et c'est difficile de trier ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je fais en premier? Ensuite, qu'est-ce que je fais après? Donc, on peut s'imaginer que dans un open space, avec tous tes collègues autour, plein de sources de distraction, la fenêtre, les pigeons dans la fenêtre, ton supérieur qui est juste à 2 pas, que tu peux voir dans son beau bureau avec une vitre qui est juste là, la machine à café. On peut s'imaginer comment ça peut devenir surchargeant sur le plan sensoriel. Souvent, c'est ce type d'intervention-là qu'on va faire, qu'on va aller mettre en place des choses pour aider les gens dans leur milieu de travail. En classe, évidemment, on peut penser le petit enfant qui a de la difficulté à se gérer sur le plan sensoriel ou même sur le plan émotionnel, qui est assis dans le fond de la classe avec les tannants. Donc, je sais pas si ça se dit en France, les tannants. Donc, les enfants qui dérangent, les enfants qui écoutent pas, assis dans le fond de la classe. Les Québécois rient de moi, là. Donc, les petits tannants dans le fond de la classe qui font du bruit, qui dérangent pendant l'examen, c'est peut-être pas le meilleur milieu. Donc, on fait souvent des recommandations pour le milieu de travail, pour le milieu scolaire, pour que les enfants pour qu'ils soient mieux capables de gérer leur sensibilité sensorielle et émotionnelle aussi. Oui, ça Okay, c'est bon. Non, c'était juste pour donner des précisions sur les profils haut potentiel, où il peut y avoir souvent associé à l'hypersensibilité émotionnelle une hyperactivité cérébrale. Donc effectivement, ça peut être associé à un TDA, pas forcément, mais ça peut être associé. Et ça donne du coup une pensée analytique qui va vite,
surtout quand il y a une pensée en arborescence qui est également, qui fait partie du fonctionnement cérébral. Et donc, l'enjeu de la personne, c'est de pouvoir revenir dans des sensations corporelles. C'est-à-dire pour éviter d'être uniquement dans la pensée analytique et donc d'être envahi par toutes sortes d'émotions qui peuvent être paralysantes ou envahissantes en tout cas. Eh bien, il y a un enjeu à revenir dans son corps, à apprendre à respirer, à faire de la respiration profonde et à regagner petit à petit des sensations corporelles, des sensations voilà, je parle ça notamment pour des profils qui pourraient avoir un diagnostic HPI, éventuellement associé à des traumas. Et il y a besoin de pouvoir gagner millimètre par millimètre, de ressentir les sensations corporelles. Voilà, c'est un autre exemple, mais qui parle bien de ce sujet. Voilà. Question surprise. J'ai le goût de vous entendre sur les avantages et inconvénients du télétravail pour les personnes qui peuvent être hypersensibles. Donc, la COVID a amené un vent de changement. Comment vous percevez ça, peut-être chez les personnes que vous rencontrez au quotidien? Quels sont les avantages, inconvénients, les défis, les choses qu'on pourrait mettre en place? Le télétravail, c'est très intéressant et c'est super que justement cette pandémie ait pu permettre d'amener cet aménagement comme quelque chose de beaucoup plus fréquent, comme une habitude, quoi, un aménagement habituel. Mais pas, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas que ça soit systématique. Je pense qu'une journée de télétravail, tout le monde a à y gagner parce qu'effectivement, il y a une vraie voilà, la personne peut-être être plus performante parce que elle va pouvoir se concentrer, générer des productions écrites sans être sollicitée, sans subir de l'interaction, surtout si le lieu de travail est en open space. Et donc être plus capable. Donc évidemment, ça suppose le télétravail d'être autonome, de pouvoir communiquer avec l'équipe, avec éventuellement le supérieur hiérarchique pour expliquer ce qui a été fait dans la journée. Donc ça c'est un incontournable. Donc ça a vraiment des avantages de plus grande possibilité de produire du travail sans être interrompu, sans voilà, donc être un peu comme dans une bulle finalement, avec cette notion d'avoir ses repères chez soi, un peu cette notion de protection, voilà, moindre fatigabilité aussi liée au transport. Donc tout ça c'est à considérer. Et donc quand une personne a un profil neuroatypique et qu'elle en a le souhait, parce qu'elle habite loin, parce que effectivement le télétravail est une vraie mesure d'aménagement. Ceci dit, moi, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose à mettre en place systématiquement et surtout pas tous les jours, parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible que ça signifie que déjà, de toute façon, le défi d'avoir affaire avec le groupe, avec une équipe de travail, dans un environnement de travail, il doit s'apprivoiser. Le fait de rester à l'abri, protégé, c'est pas du tout une solution long terme. Justement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir petit à petit, en s'exposant de manière modérée, pouvoir s'approprier le fonctionnement collectif, percevoir aussi que l'autre n'est pas un danger, qu'il peut y avoir vraiment un avantage dans le collectif, dans le fait de travailler à plusieurs. Après, voilà, comme le disait Sophie, il y a aussi l'enjeu que la personne s'approprie des stratégies d'aménagement, comme le fait de faire des pauses entre les réunions, avec des courts moments de pause, de sieste éventuelle, enfin en tout cas tout simplement fermer les yeux, aller se promener au soleil pendant un quart d'heure, se ressourcer. Donc apprendre, savoir identifier les stratégies de ressourcement, ça me semble vraiment indispensable pour pouvoir mieux vivre les journées de travail. Et donc moi, il me semble qu'il y a un enjeu à bien panacher de manière équilibrée du télétravail et du travail en présentiel pour que le travail soit efficace et que l'employeur aussi y trouve son compte.
Oui, je te rejoins complètement, Priscilla, dans cet équilibre en fait à trouver, dans le sens où alors, tu parlais des transports, effectivement, ça revient beaucoup, hein, la fatigabilité liée à l'hyperstimulation liée au transport, c'est quand même quelque chose de très courant. Ça soit également par rapport à la tenue vestimentaire, on retrouve beaucoup l'hypersensibilité tactile. Et qui demande de par la tenue vestimentaire demandée sur le lieu de travail, et peut être complètement différente de ce que la personne peut porter chez elle. Et rien que ça peut vraiment être coûteux en termes d'énergie. Il y a également, donc ça c'était l'aspect tactile, mais je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc ça fait partie des avantages à rester chez soi, mais par contre en termes de désavantages, c'est effectivement s'isoler, ça amplifie l'isolement. Certaines personnes sont demandeuses d'être justement plus intégrées, plus inclus avec les collègues, ont des difficultés à quand même rencontrer, avoir un cercle social minimum même pour certaines. Donc, aller sur le lieu de travail, pour elle, ça peut être des fois la seule source de sociabilisation. Donc, c'est quand même important de le maintenir. Mais effectivement, aménager, que ça soit peut-être même les horaires, c'est-à-dire aller en décalé pour justement, par rapport au transport, ne pas être dans la foule, faire un peu des horaires décalés, mais quand même se rendre sur place. Être sur le lieu de travail ne veut pas forcément dire travailler en groupe en permanence. Ça peut être avoir des temps seuls, des temps ressources. Et bien identifier, j'insiste sur le niveau de fatigue, mais bien identifier l'intensité de la fatigue pour justement au niveau sensoriel avoir une roue de secours en fait et savoir avoir un peu sa boîte à outils sensorielle pour se ressourcer. Je suis absolument d'accord avec mes collègues, là, effectivement. Il y a des avantages très bien nommés par Priscilla, des désavantages aussi très bien nommés par vous deux. Les inconvénients, évidemment, c'est l'isolement. Puis l'isolement, c'est ce qu'on ne veut pas et c'est possiblement ce pourquoi on est ici ce soir, là, avec mieux comprendre Ludosens, les tournées éducatives. C'est un peu ça qu'on essaie de briser, l'isolement. Parce que, on vient de sortir de la pandémie. On a eu plusieurs... moi, j'ai l'aspect un peu recherche, là. On a eu plusieurs études sur l'effet du télétravail, l'effet de l'école au Québec. On a été presque 2 ans sur nos ordinateurs. Je sais pas en France si ça a été la même chose, mais on a été presque 2 ans, les enfants à l'école sur les ordinateurs. Et on voit qu'il y a une recrudescence de troubles affectifs, donc de dépression, anxiété, phobie, des traumas, des micro-traumas, des méga-traumas aussi. Donc, l'isolement associé au télétravail, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Je pense que la meilleure solution, ça c'est quelque chose que même certains de mes amis, entre guillemets, neurotypiques, ont essayé, mais c'est de faire 3 jours, 2 jours. De faire moitié-moitié, comme ça. Il y a 2 journées de repos où est-ce qu'on peut faire comme on veut, s'habiller comme on veut, être placé comme on veut, avoir nos outils à mettre en place à la maison. Puis 3 jours où est-ce que on est sur place au travail pour essayer de ne pas de ne pas tomber dans cet isolement-là, parce que on peut voir dépression, anxiété qui ressort très très fort suite à la pandémie. Toutes les gens qui avaient, tout le monde on a tous des petites faiblesses sur le plan affectif. Puis ces faiblesses-là sont magnified, sont exponentielles maintenant. Puis il faut faire attention à ça aussi. Donc bien que ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup de désavantages qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc c'est le jeu à jouer, puis d'apprendre à vivre avec sa différence dans le monde quotidien, dans la société. C'est quelque chose qui est tout à l'avantage de ces individus-là aussi, puisque c'est à l'avantage des gens qui ont pas de différence et les gens qui ont des différences aussi, là, pour pouvoir comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, puis on a tous besoin des adaptations différentes. Je rajouterais juste que le fait aussi de s'isoler peut augmenter à force en fait l'hypersensibilité, c'est-à-dire que le seuil de tolérance
va diminuer et donc entraîner finalement une plus grande hypersensibilité. Donc ça, c'est un des éléments à être vigilant. Et puis, il y avait l'autre élément aussi, c'est l'exposition à la lumière du jour. Pour certains, faire du télétravail, c'est rester plus ou moins dans le noir. Et c'est là où on voit aussi des décalages en termes de sommeil, des décalages de phase qui sont soit initiés par ça, soit entretenus. Donc là aussi, vigilance par rapport à ça. Ouais. Par rapport à l'hypersensibilité oui, alors par rapport au sommeil et l'hypersensibilité, il y a énormément aussi à dire, dans le sens où pour s'endormir, il y a tout un tas de routines qui peuvent être mises en place, mais quand on pense sensibilité, imaginons une hypersensibilité tactile, on pense au pyjama, on pense aussi à tout ce qui est literie, les couettes, les draps, voilà, les odeurs, la lessive, enfin tous ces éléments-là peuvent vraiment interférer dans le sommeil. On pense aussi au bruit, hein, même si on n'est pas hypersensible, mais si on a des ronfleurs parmi nous, on sait que c'est compliqué. La lumière du jour, pour certains, ça va être aussi rien qu'un tout petit bruit que à côté on n'entendrait rien, la personne l'entend. Parce que la nuit, forcément, tout est plus calme. Donc, le moindre bruit, on est déjà tous hyper vigilants. Mais en plus, si on a cette hypersensibilité, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que je pense d'autre au sommeil? Je pense que... Vas-y. J'ai une question pour Sophie. Est-ce que la qualité du sommeil peut affecter le seuil d'hypersensibilité? Clairement, tout à fait. Effectivement, une petite nuit, on va dire, si la nuit est trop courte, tous nos sens vont être exacerbés. Donc le matin, on a l'impression que tout est démultiplié en fait. Donc une nuit de mauvaise qualité ou de trop courte durée, on va très vite le ressentir. Je pense que vous avez pu tous faire l'expérience d'une petite nuit. Déjà au niveau émotionnel, c'est pas notre meilleur jour, clairement. Et là, c'est encore plus. Si on a une hypersensibilité, que ce soit émotionnelle ou sensorielle, là, tout est exacerbé. Et on retrouve des crises qui peuvent être faites en fait avec TSA ou sans, hein, mais parce que la personne est saturée beaucoup plus vite que d'habitude. Merci. Juste, je voulais rajouter juste une micro-chose sur le télétravail. Insister sur le fait que c'est une solution qui convient à quelqu'un qui sait bien s'organiser, qui est autonome et qui justement n'a pas peur d'une journée entière où il va devoir faire une tâche après une autre. Donc il peut y avoir des supports écrits qui peuvent aider à se structurer, mais voilà, bien insister sur l'importance de l'autonomie, de savoir s'organiser pour pouvoir faire en sorte que ce soit quelque chose d'intéressant et d'efficace. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez si on se promène dans la foule pour voir s'il y a des questions et puis après on reprend pour des pistes de solutions, des stratégies? Est-ce qu'on a des questions? S'il y a main levée, je vais pouvoir me déplacer. Est-ce que je m'en vais vers l'avant? Oui. On a des questions? On a des questions. Excellent. C'est bien. Ça, c'est ici. Bonjour. Tout à l'heure, j'ai été attentive au fait que vous différenciez HPI et douance. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, cette nuance? J'imagine que la question est pour moi. À toi, Audrey Rose. Je pense que je vais prendre le micro sur moi. Ça va être un peu bizarre, mais... oui, en fait... la douance et le HPI,
Bon, j'en ai parlé un peu à la conférence d'hier, mais je vais me répéter, quitte à ce que je me répète pour ceux qui étaient présents hier. Donc, au Québec, en tout cas, de ce que j'en comprends ici, c'est plutôt haut potentiel que vous utilisez, mais au Québec, on fait la différence entre le haut potentiel et la douance. Je vais l'expliquer ainsi en premier. Donc, tous les doués ont un haut potentiel intellectuel, mais ce n'est pas tous les gens avec un haut potentiel intellectuel qui sont doués. Parce que dans la conception de la douance, les modèles théoriques qui essaient d'expliquer la douance, on parle du modèle triarchique de Renzulli. Donc, on parle de 3 anneaux. C'est dommage, j'ai pas ma diapositive, mais je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mains. Donc, on a comme un diagramme veine avec 3 anneaux qui se superposent. Le premier anneau, c'est le haut potentiel intellectuel. Donc, on parle généralement des aptitudes intellectuelles, le quotient intellectuel, en d'autres termes. Ensuite, on a l'anneau de la créativité. Donc, la capacité à trouver des nouvelles solutions pour des problèmes de la vie de tous les jours, à trouver des solutions originales qui sont adaptées aux demandes de la tâche. Et le troisième anneau, c'est la motivation ou l'engagement. Donc, la capacité à mettre en place notre énergie ou nos pensées pour agir vers un but. Donc, le haut potentiel intellectuel est seulement un des 3 anneaux de la douance. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. On peut penser à un enfant de 10 ans qui est en classe et tout se passe bien en classe, il réussit super bien, il a des très bonnes notes parce qu'il adore sa professeure, il a une très bonne situation familiale. Donc, l'aptitude intellectuelle est présente, la créativité est présente parce qu'il est très engagé et tous les facteurs dans sa vie font en sorte que cet enfant-là est dans une situation très, très prolifique, disons. Et là, on prend cet même enfant-là, on le met 5 ans plus tard, on le revoit à 15 ans, on refait son évaluation intellectuelle, son potentiel intellectuel est encore au même niveau. Donc, l'aptitude, le cercle d'aptitude intellectuelle est toujours présent, mais ses parents se sont divorcés, il subit de l'intimidation à l'école, la socialisation est difficile, il aime pas du tout son professeur de mathématiques, ce qui fait qu'il est démotivé pour aller à l'école. Et là, il y a de la misère à rester créatif, à garder cette essence-là pour s'engager. Donc, dans ce cas-là, c'est un haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel est présent. Donc, la douance, pour nous, au Québec, ce n'est pas un diagnostic. C'est comme les étoiles s'alignent pour que la personne soit, ce qu'on dit, sur son X. Donc, vraiment, tous les éléments sont présents pour que la personne actualise son potentiel intellectuel. Donc, c'est pour ça que nous, on parle pas d'un diagnostic de douance, on ne parle pas d'un diagnostic de haut potentiel intellectuel, on parle d'une condition, d'une manière d'être, d'une vision, d'une façon de voir les choses, parce que c'est quelque chose qui est très, très, très fragile sur le plan, avec des facteurs environnementaux, avec des facteurs de personnalité qui peuvent venir jouer en compte et désaligner ces étoiles-là. Puis quand on parle de douance aussi, faut pas le voir comme étant des super-héros qui sont capables de tout faire, que tout va bien dans leur vie, que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Ça vient avec le revers de la médaille où est-ce qu'il y a des difficultés aussi. Bon, c'est une longue réponse pour votre question, mais je tenais à faire la distinction parce que je sentais qu'il allait y avoir d'autres questions aussi à ce niveau-là, mais n'hésitez surtout pas là s'il y en a d'autres aussi. Mais c'est ça la différence entre les deux. Donc, le petit garçon de 10 ans qui serait doué est-ce que tu veux faire l'exemple du côté de la douance, aurait atteint son potentiel par son engagement, sa motivation? Oui, c'est ça. Donc, le petit garçon de 10 ans, c'est ça. Lui, parce que les facteurs environnementaux étaient positifs, parce qu'il était capable, il était bien dans sa situation, parce qu'il y a déjà les aptitudes intellectuelles présentes qui sont soi-disant stables dans le temps. Les aptitudes intellectuelles vont changer à un certain écart. Là, on va rester dans une braquette de chiffres ou de capacités intellectuelles.
mais vont jamais descendre en dessous de cette braquette-là dans le temps. Donc, cet enfant-là avait toutes les bonnes conditions, tout allait bien. Donc, c'est comme ça qu'il était capable d'actualiser son potentiel intellectuel. Je donne un exemple fictif, évidemment, pour rester éthique dans tout ça. C'est un petit garçon que j'ai imaginé. Mais en gros, c'est ça la différence. Est-ce que ça répond à votre question? OK, merci. Est-ce que je me dirige par ici pour une question? Alors, j'ai plein de questions, mais j'en sélectionne 2. Est-ce que au Québec, du coup, quel lien vous faites entre le haut potentiel et le QI, en fait, puisque là, on est quand même, je trouve, en tout cas en France, très basé sur le QI pour définir le haut potentiel. Est-ce que c'est la même chose au Québec? Pour le haut potentiel en tant que tel, c'est quand on parle des 3 anneaux, par exemple, là, que je vous parlais, les aptitudes intellectuelles qui définissent le haut potentiel intellectuel sont basées sur le QI, effectivement. Sont basées sur, on a un certain seuil à atteindre. Si on l'atteint, on va dire un seuil, mais aussi dans cette braquette-là, là, dont on parle, là, c'est pour les statisticiens de la place, là, c'est les écarts types. Donc, on est tous dans une moins bonne journée, on va être en bas de l'écart type. Dans une très bonne journée, on va être en haut de l'écart type. Donc, on suit cette bande-là de performance. Pour ce qui est de la douance, on se base, ce que j'ai nommé la douance avec les 3 anneaux, on se base sur l'historique de cas. On fait des entrevues d'environ 2 heures avec les parents, l'enfant, avec la personne si c'est un adulte. Ensuite, on passe des questionnaires sur les capacités de gestion des émotions, sur les capacités sur le fonctionnement adaptatif, comment ces gens-là s'adaptent dans leur vie de tous les jours. Puis aussi, on va aller mesurer quelques autres sphères de leur fonctionnement, notamment l'attention, les fonctions exécutives, je sais pas si planification, inhibition, organisation. Donc, on va aller mesurer ça pour voir comment la personne est capable de se projeter. Mais pour le haut potentiel intellectuel en tant que tel, c'est avec le QI. Pour la douance, on va aller gratter un petit peu plus loin pour aller voir. Pour la créativité, j'en parlais un peu hier pour ceux qui étaient présents, on n'a pas de tests psychométriques qui sont qualifiés, qui sont parce que c'est très, très, très subjectif, la créativité. Et en ce moment, il y a beaucoup de chamaille à ce niveau-là en neuropsychologie. Mais en gros, c'est ça le processus d'évaluation là, au Québec. Okay. Merci. La deuxième question, c'était concernant le lien entre le haut potentiel et le TDAH. Clairement, il y en a un. Mais donc, j'arrive pas à comprendre en fait vraiment dans quel sens. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que vous pourriez préciser? Je me lance encore. C'est pas systématique. En fait, ce qui arrive, c'est que en haut potentiel, on va avoir des profils homogènes, des profils hétérogènes. Souvent, les gens avec un profil hétérogène, donc il y a des grands écarts dans les performances cognitives, sont ceux qui ont un trouble neurodéveloppemental ajouté. Notamment, le plus souvent, c'est le TDAH. Mais ce qui arrive en neuropsychologie, c'est qu'on voit jamais les gens qui vont bien. On voit jamais les gens qui sont homogènes. On les voit très rarement parce qu'ils vont bien. Ils ont pas vraiment de plainte sur le plan affectif non plus. Donc, c'est pas eux qui consultent. Généralement, on va voir ceux qui ont un profil hétérogène. Donc, on va trouver une douance, puis on va trouver un TDAH. Donc, les pourcentages dans la littérature ou les pourcentages dans la vie de tous les jours sont sont pas justes encore, puisque on voit seulement ceux qui vont pas bien ou qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours, mais c'est pas systématique. Dans la douance, on parle d'environ 2% de la population. Le TDAH, c'est environ... Là, encore, les chiffres sont un peu difficiles à nommer parce qu'il y a beaucoup trop de TDAH dans la vie de tous les jours, là. Mais on parle d'environ de 6%. Donc, si on fait 2% de 6%,
On est très, très dans le petit pourcentage minime de gens qui ont une douance et un TDAH. On parle de, je pense que c'était 0,6% de la population, là. Donc, c'est pas beaucoup de gens. Mais c'est ça, c'est pas systématique, mais c'est souvent ceux qu'on voit en clinique, là, parce que c'est ceux qui ont besoin de plus d'aide. Non, je vais laisser la chance aux autres. Ah, il y en avait d'autres aussi en arrière. C'est bon. J'aurais deux questions. La première, vous évoquez le potentiel intellectuel, mais est-ce qu'il existe un potentiel émotionnel? Est-ce que vous faites une différence? Est-ce que ça joue dans le diagnostic de l'hypersensibilité? J'ai l'impression que je réponds tout le temps. Okay. Ouais, parfait. Le potentiel émotionnel, c'est quelque chose sur lequel on ne statue pas. C'est très difficile de quantifier les émotions de quelqu'un. Quand on y pense, comment est-ce que je peux savoir si mes émotions sont normales ou pas normales? Quand on parle du potentiel intellectuel, c'est parce qu'on a passé des tests objectifs qui mesurent des parties, le fonctionnement de certaines parties du cerveau, qu'on connaît leur fonction. On l'a passé le test à des milliers de personnes. Ça fait une courbe normale de performance. Entre guillemets, on performe tous sur une courbe normale. Donc, une courbe qui fait comme ça, la majorité des gens sont au centre, les extrémités représentent moins de gens. Et c'est très objectif, le potentiel intellectuel, parce qu'on va cibler des régions précises du cerveau. Le potentiel émotionnel, c'est très difficile de statuer d'où ça vient. On sait que les émotions viennent de l'amygdale, de ces régions-là qui sont plus centrales au cerveau, mais c'est très difficile de statuer si la réaction de quelqu'un, si je passe si je mets 1000 personnes dans la même situation, ça se peut que j'aie 1000 réponses émotionnelles différentes. C'est ça qui est très difficile à statuer. Ce qu'on sait en haut potentiel intellectuel ou en douance, c'est que c'est des gens justement qui vont avoir des pensées en arborescence, comme Priscilla a dit, où ces gens-là vont être plus sensibles à développer de l'anxiété ou développer des pensées. On peut imaginer que si les pensées sont un petit peu plus noires, sont un petit peu plus dépressives, ils vont aller très loin dans ces pensées-là, et ça va générer des émotions qui vont être difficiles à gérer. Donc, nous, en neuropsychologie, on statue plus sur des difficultés de gestion des émotions. Les difficultés, c'est comme si la vague est grande parce que la cognition les amène très loin. Donc, on statue pas vraiment sur où le potentiel est dans l'émotion. On fait juste dire que c'est un symptôme de la cognition qui est très élevé. Je sais que Priscilla a le plus d'expérience au niveau du potentiel émotionnel en France. Au Québec, on fait pas la différence. On va pas mesurer le potentiel émotionnel. C'est-à-dire, ma réponse n'est pas scientifiquement prouvée. Ce que je peux donner moi de mon expérience, et par rapport également aux jeunes qu'on accompagne, c'est que je pense que c'est intéressant. Pour moi, il y a vraiment également des profils HPE, tout autant qu'il y a des profils plutôt à tendance HPI. La différence, pour moi, les profils au potentiel, de toute façon, vont être concernés par des très bonnes compétences intellectuelles, cognitives. Simplement, le fait d'avoir une hypersensibilité émotionnelle, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, l'envahissement des émotions qui peuvent être paralysantes, qui peuvent générer vraiment des tsunamis émotionnels. Mais si on regarde ça avec une polarité positive, c'est-à-dire en quoi, quels sont en fait, c'est des personnes qui ont une très très haute capacité perceptive des émotions des autres, ce qui donne lieu à une empathie exacerbée.
Et cette empathie exacerbée, elle peut donner lieu à des choses merveilleuses à partir du moment où enfin, il y a besoin que la personne apprivoise en fait son hypersensibilité. À partir du moment où il y a eu une identification des stratégies de ressourcement, comment faire en sorte que les émotions soient moins envahissantes et que ce soit gérable, tout simplement. Là, ça peut devenir vraiment quelque chose de très intéressant parce que il y a une finesse de compréhension des systèmes relationnels, par exemple, ou une finesse de compréhension des émotions et une très grande capacité à ressentir les émotions de son interlocuteur ou dans n'importe quel type d'ambiance. Donc c'est en cela que moi je parle de haut potentiel émotionnel. C'est que ça peut être une intelligence en fait, l'intelligence émotionnelle. Mais voilà, il y a vraiment cette condition, ce chemin qui va être de vraiment identifier des stratégies de ressourcement. Et ça, c'est toute une rééducation pas après pas. C'est quelque chose qui se travaille en tout cas. Voilà, à travers la connaissance de soi, à travers également ce que je parlais tout à l'heure des pratiques corporelles, de la respiration profonde, qui à mon avis sont des incontournables pour que ce soit moins paralysant cet aspect envahissement émotionnel. Et c'est souvent aussi des personnes qui n'ont pas conscience de leur haute capacité à ressentir justement cette finesse émotionnelle et d'autres types d'informations, et qui donc vont apprivoiser cette capacité au fur et à mesure. Et donc ça leur donne une très forte intuition. Voilà ce que je pourrais dire. Je sais pas si Sophie, tu veux rajouter quelque chose? Seconde question de ma part. Avant la reconstruction, le fait d'identifier comment est-ce que on peut basculer dans l'hypersensibilité, la crise, il faut poser un diagnostic. Alors, on est tous forts en autodiag, mais comment effectivement posé le vrai diagnostic clinique de l'hypersensibilité et des troubles associés? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le diagnostic n'est pas incontournable, hein, et moi j'insiste là-dessus parce que on peut être parfois dans des sociétés un peu obsédées du diagnostic. Je pense que le diagnostic peut aider si la personne en a besoin, s'il y a vraiment une démarche d'aller vers un diagnostic. Il y en a vraiment qui sont en recherche de ça et qui vont avoir tout un cheminement vers le diagnostic, et qui va leur être nécessaire et qui va leur apporter peut-être un soulagement ou en tout cas des clés de compréhension de leur fonctionnement, et qui vont permettre après d'identifier un accompagnement par des praticiens de santé, par tout un cheminement en lien avec ça. Mais je dirais que ce n'est pas incontournable. En tout cas, moi, je pense pour tout ce qui est haut potentiel, une personne peut aussi faire ce chemin par elle-même et grâce aux outils de connaissance de soi. Et en fait, le diagnostic, il est intéressant si on a besoin d'aménagement dans le cadre professionnel, par exemple, ou si on a besoin de ça pour soi, mais c'est pas un incontournable. Moi, je pense qu'on peut par soi-même identifier, on peut par soi-même faire tout ce chemin de voir ce qui va nous convenir pour apprivoiser cette hypersensibilité émotionnelle. Oui, je suis d'accord avec ce que Priscilla a dit. Le diagnostic est pas incontournable. On peut bénéficier de mieux se connaître, de mieux connaître son enfant aussi. Par contre, le diagnostic parfois est nécessaire dans certains cas, dépendamment du niveau de détresse vécu et dépendamment des aménagements à mettre en classe. Je pense que c'est la même chose en France. Au Québec, on a besoin d'un diagnostic pour pouvoir avoir des aménagements en classe ou au travail. Ce que je nomme comme recommandation, là, d'habitude, nous, c'est comme ça qu'on le nomme, là, des recommandations. Et on n'a pas le choix d'avoir un diagnostic pour avoir un code dans le système scolaire. Je m'imagine, de ce que j'ai compris, c'est un peu similaire en France.
Donc, pour être reconnu puis pouvoir avoir du temps supplémentaire ou avoir les casques, avoir des choses comme ça. Pour l'hypersensibilité sensorielle, il y a des questionnaires très, très, très efficaces. Évidemment, j'ai pas le nom en tête tout de suite, mais c'est des questionnaires anglophones. Oui, sûrement que vous utilisez pas les mêmes, mais ça doit être des questionnaires très similaires. En fait, peut-être que Sophie est plus connaissante au niveau du nom des outils, mais il y a des outils psychométriques ou des outils qui s'utilisent en ergothérapie qui sont très, très, très pertinents pour l'hypersensibilité sensorielle. Comme je dis, l'hypersensibilité émotionnelle, on n'est pas encore rendu là. C'est beaucoup plus en psychologie, psychiatrie qui vont être plus ferrés parce que en ce moment, c'est plutôt nommé comme des difficultés de gestion des émotions, des difficultés de personnalité ou des difficultés chez l'enfant, des difficultés d'attachement. Et ça, c'est la sphère plutôt psychologie-psychiatrie. Moi, je m'approche un peu moins de ça. Je suis plus dans le côté neuro, mais c'est plutôt ça. Mais pour les hypersensibilités sensorielles, je pense que Sophie a probablement des réponses plus complètes, là. Je suis trop loin. Oui, pour évaluer au niveau du profil sensoriel, il y a plusieurs outils, notamment le profil de Dune ou le Boktashina. C'est des outils qu'on utilise le plus souvent. Après, juste ça ne vaut pas diagnostic officiel, hein. C'est à chaque fois le médecin qui va, avec l'ensemble des évaluations qui ont été réalisées, qui va, oui ou non, poser le diagnostic d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité en fonction des différents sens. Effectivement, en France, c'est plutôt neuropsychologue, ergo, et après c'est centralisé. L'orthophoniste aussi, en fonction des situations, mais centralisé par le médecin. Ça peut être le médecin traitant, médecin psychiatre, neurologue, neuropédiatre, en fonction de l'âge de la personne. Et après, en général, c'est par le médecin traitant que c'est ça. Ouais. Merci. On va y aller avec 3 dernières questions. On s'approche de la fin de la conférence, puis on avait aussi des recommandations, des suggestions, une petite conclusion pour vous. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mains levées par ici. Oui. Bonsoir. Moi, je voudrais simplement savoir si on entend beaucoup parler, notamment avec les recherches d'Isabelle Hainaut ou ici avec Anouk Amestoy, sur les profils différents, filles ou garçons. Est-ce qu'il y a des profils sensoriels différents, qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon? J'ai assez parlé. Excellente question. Donc, à vous, mesdames. Alors, comme ça, à ma connaissance, c'est un peu biaisé ma réponse parce qu'on a très peu de filles qui sont notamment dans les SAMSA pour l'instant, même si ça a tendance à augmenter. Donc, pour l'instant, comme ça, vous répondre, ça serait être un peu erroné. Je ne pourrais pas dire comme ça. Je ne sais pas. Je sais pas si tu as la réponse. Réponse, mais est-ce que tu as une réponse? C'est ce que je peux simplement dire, c'est que effectivement, on pourrait dire de manière générale qu'il pourrait y avoir des profils plus autisme au féminin, avec souvent des caractéristiques qui vont être la suradaptation qui va être majorée. Et il y aurait un lien direct avec l'éducation culturelle, le fait d'attendre des plus grandes capacités d'adaptation des petites filles qui vont donc du coup avoir plus de conditionnement à ce niveau-là. Et souvent, voilà, on peut observer que il va y avoir des diagnostics qui vont être appris sur le tard, après 20 ans, parce qu'il y a eu une série de grosses difficultés comme des phobies scolaires, des burn-out, des choses comme ça qui font que la personne s'interroge sur elle et puis finit par faire un diagnostic et obtient un diagnostic TSA. Voilà, alors que on va imaginer que chez les petits garçons,
il y a moins il va y avoir plus de comportements hyperactifs ou avec en tout cas des stéréotypies, enfin des choses visibles, on va dire plutôt. Et donc voilà, il y a aussi enfin voilà, je veux pas dire des bêtises non plus, donc je vais m'arrêter là. Tu veux? Juste la question, c'était par rapport au profil sensoriel purement, c'est ça? Donc voilà, moi ma réponse était en lien avec le profil sensoriel. Après effectivement, je rejoins Priscilla par rapport à la différence autisme au féminin. Effectivement, c'est souvent, on repère beaucoup de fatigue. C'est souvent par ça que c'est même diagnostiqué, des burn-out, une grande fatigabilité chez les jeunes femmes, souvent. Ça passe justement par une suradaptation. Et qui est plus visible par la fatigue. C'est par ça que c'est la porte d'entrée, on va dire, en général. Je vais rajouter un mini point. Je suis très d'accord avec ce que mes collègues ont nommé, là. Ce qu'il faut savoir, justement, Isabelle et nous, on travaille de très près au Québec. On se connaît très bien. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a réalisé que dans les recherches, la majorité des recherches étaient faites chez les hommes blancs entre 20 et 30 ans qui allaient très bien et qui avaient aucun problème. Et ou sinon les autistes, bon, on va parler d'autisme ici parce qu'avec Isabelle, c'est ce à quoi vous faites référence. On a fait des études avec des autistes de Kanner très 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 stéréotypés dans le profil exactement du DSM. Et de plus en plus, avec notre société qui évolue, on s'intéresse au profil chez les femmes. On observe certaines différences, la suradaptation. Nous, on appelle ça du mimicking, de l'imitation. Les femmes font de l'imitation pour pouvoir mieux s'adapter. Mais dans toutes les conditions neurodéveloppementales, de plus en plus, que ce soit au niveau des hypersensibilités, au niveau du TDAH, au niveau de tous les types de diagnostics, on fait de plus en plus d'études pour comparer s'il y a des caractéristiques différentes entre les hommes et les femmes. Mais pour l'instant, c'est très difficile de statuer sur une différence claire qui ressort dans les recherches là. En ce moment, c'est très difficile. Puis, en tant que clinicienne, là, je pense que c'est très difficile aussi de pouvoir statuer sur des choses comme ça parce qu'on observe des différences subtiles. Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est parce que c'est les femmes puis on n'est pas assez allé chercher là-dedans? Ça se peut. Les différences hormonales, on peut même pas rentrer là-dedans parce qu'on va partir pendant, on pourrait continuer la conférence jusqu'à demain matin. Mais on peut juste penser aussi avec les émotions, la gestion des émotions, l'hypersensibilité émotionnelle et le système hormonal féminin. Mais je vais même pas commencer là-dessus. Merci Audrey Rose. Alors, on va prendre une question par ici. Et puis, merci. Du coup, j'avais une petite question par rapport au diagnostic posé en France. De mon expérience et de ce que je sais un petit peu autour de ça, j'ai l'impression qu'en France, le diagnostic est pas trop posé parce que j'avais jamais entendu parler avant d'un diagnostic posé sur l'hypersensibilité. Du coup, voilà, je voulais savoir où ça en était en France par rapport à ça. Alors, à ma connaissance, donc c'est la question du HPI. Ça, on entend beaucoup parler. Enfin, ça, c'est posé, ça se pose. Après, la façon dont on le pose, c'est est-ce que on pose ça comme vraiment un diagnostic? On peut faire le diagnostic, mais est-ce que on le pose comme vraiment vous avez ce diagnostic-là? Ça, c'est la façon de voir aussi de la personne ce qu'elle recherche. Le HPE, effectivement, on en parle, mais comme disait Priscilla, c'est pas quelque chose de normé, c'est assez subjectif aussi, donc on le pose pas spécialement, en tout cas pas à ma connaissance. L'hypersensibilité, ok. L'hypersensibilité en soi, on le dit lorsqu'on établit le profil sensoriel. On dit clairement là, par exemple, vous avez une hypersensibilité tactile, vous avez une hypersensibilité vestibulaire, comme je disais tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est clairement dit. C'est clairement détaillé quand ça existe. Mais effectivement, nous on en parle un peu tous les jours en ergothérapie, mais
C'est pas forcément, ça peut être noyé un petit peu aussi dans le bilan qui peut être assez long, mais c'est pourtant quelque chose de très important à prendre en compte parce que ça fait vraiment la cartographie sensorielle de la personne et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir mettre en place les aménagements. Merci. Je crois qu'il resterait quelques questions dans la salle. Si ça vous va, on va conclure. Si vous avez des questions que vous voulez poser par la suite, les conférenciers vont rester 2-3 heures. vont rester un petit peu pour répondre aux autres questions. Donc, en conclusion, si on fait un petit tour de table là, ici, on vous demande une stratégie là, ou des solutions que vous proposez souvent, ça serait quoi? En une phrase, en quelques phrases. Moi, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, tout simplement, mais toujours en restant sur l'hypersensibilité émotionnelle. Ma recommandation, c'est vraiment tout ce qui est en lien de l'augmentation de la conscience corporelle. Donc tout ce qui va être pratique, douce, d'exercice physique et de respiration profonde qui vont augmenter la conscience corporelle parce que c'est ce qui va permettre d'être plus en capacité de se laisser traverser par les émotions, de les accueillir et donc d'être moins paralysé, envahi par les émotions. Je dirais qu'il y a 2 grands éléments à prendre en compte, à la fois le sommeil et la connaissance de son profil sensoriel pour pouvoir mettre en place les aménagements. Le sommeil parce que tout, comme je disais tout à l'heure, tout est amplifié si on n'a pas une bonne qualité ou une bonne quantité de sommeil. Et une deuxième chose, du coup, c'est la connaissance de son profil sensoriel, la mise en place en fonction de son profil. Alors, quelques exemples, ça peut être si on a une hyposensibilité, au niveau plutôt tactile aussi, ça peut être une couverture lestée pour vraiment bien ressentir son corps, ça peut apaiser. Au niveau auditif, on a dit, le casque anti-bruit, mais ça peut être quelque chose de plus discret, ça dépend aussi si c'est compatible avec la sensibilité tactile. Certains ados même voudront quelque chose de plus discret. Et à ce moment-là, on peut essayer des bouchons d'oreille. Il y en existe plein. Il y en a qui peuvent être faits sur mesure. Encore faut-il, que ça soit supporté au niveau sensoriel. Il faut pas hésiter à tester, à se renseigner auprès des professionnels pour pouvoir tester les outils avant d'acheter. Pareil au niveau visuel. Donc là, il y a tout ce qui est lunettes de soleil, lunettes vraiment adaptées pour certaines personnes pour le travail, pour la conduite aussi. Et puis au niveau gustatif, alors là pareil, c'est pour les textures, on peut mettre en place. Il y en a qui vont avoir cette fameuse sélectivité alimentaire. Alors je suis pas spécialisée là-dedans, donc je vais pas trop m'avancer, mais par contre il y a des personnes qui sont spécialisées qui existent justement pour appréhender, savoir qu'est-ce qu'on peut manger et essayer d'avoir un équilibre alimentaire minimum, on va dire. Et ça c'est plutôt pour les adultes. Et après pour les enfants, c'est là où on peut quand même faire un petit peu de rééducation, de désensibilisation. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est possible. Et puis pour l'odorat, c'est souvent là on va plus être dans des stratégies soit de compensation, d'évitement de situation. Je pense à sortir les poubelles par exemple. Ça c'est des choses qui peuvent être très compliquées et envahissantes pour la personne qui vit en logement autonome. Être seule et devoir gérer de sortir les poubelles. Alors est-ce qu'on peut pas mettre une odeur que la personne apprécie? Voilà, c'est toutes des petites stratégies qui sont quand même très personnelles, donc c'est un peu délicat là de donner tout ce qui peut exister, mais en tout cas c'est possible à partir du moment où on identifie bien le profil sensoriel. Donc c'est pas seulement un grand changement drastique, mais plusieurs petits changements dans différentes sphères de nos vies qui vont faire une différence à la fin. Oui, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Aussi, Sophie l'a mentionné brièvement plus tôt, mais contrôler la nouveauté. Être capable tant sur le plan sensoriel qu'émotionnel, d'être capable, si on est parent d'un enfant hypersensible ou si nous-mêmes on est hypersensible,
d'avoir une sensation de contrôle sur ce qui va arriver plus tard, donc d'essayer de prédire un peu les changements qui peuvent arriver, ou imaginer peut-être se faire un petit plan concret de choses qui pourraient arriver dans des situations nouvelles, parce que l'hypersensibilité va être accentuée par la nouveauté, par le changement. Donc se préparer, d'expliquer aux enfants un certain moment en avance, bon là on va aller au magasin, il va avoir plusieurs personnes, il va avoir de la musique, il va avoir les lumières, comment tu te sens par rapport à ça, les amener à partager avec vous en tant que parent, puis en tant que personne qui a des hypersensibilités, d'essayer de penser justement aux choses qui pourraient arriver, se préparer un peu d'avance mentalement pour être capable d'être d'attaque dans ces situations-là, puis empêcher les surprises, puis la surcharge, puis la frustration et le déboulement de la boule de neige, là, l'avalanche qui peut arriver ensuite, là. Donc, contrôler la nouveauté, je dirais. Merci. Merci beaucoup à vous trois, sincèrement. Merci à vous qui avez posé d'excellentes questions. J'offrirai une grande main d'applaudissements à nos conférencières. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous approcher à l'avant. On va pouvoir répondre à plus de questions. Merci beaucoup.